À Issy-les-Moulineaux, Philippe Starck a bâti, équipé et décoré lui-même son agence. Ici, les designers, les architectes et un service de presse musclé nourrissent une foule d'idées, de concepts, d'édifices, d'objets et de meubles. C'est d'ici que la production signée Starck part à la conquête des marchés internationaux. Voici l'objet que j'aurais aimé faire. Bonne fête Pouni, autrement dit, c'est cadeau d'anniversaire de ma fille. Voilà pour moi l'objet idéal. Je ne suis pas concerné par le bon goût, le mauvais goût. Chacun son goût de merde. Je ne sais pas ce que c'est. Je connais ce qui peut être bon pour les gens, c'est-à-dire ce qui les fait vivre bien, là où ils s'épanouissent, là où ils sont heureux. Si ça prend les formes du bon goût, j'allais dire tant mieux, mais on ne sait même pas ce que c'est que le bon goût. Le bon goût, c'est très temporel. Ça passe, un jour on aime, un jour on n'aime pas. C'est pour ça que définitivement, je préfère qu'on parle du bon plutôt que du beau. J'ai fait tout et son contraire. Donc ça aille des bateaux, des motos, je sais pas moi. Ça ne m'intéresse pas, bizarrement. Les quelques objets qui ont pu être intéressants dans ma production sont des objets qui ont résonné particulièrement parce qu'ils montraient quelque chose et ils dénonçaient aussi quelque chose. Exemple, la Miss Sissi, ça parlait de quoi? Ça dénonce pas vraiment, mais enfin ça parlait de quelque chose. Ça a été fait il y a une vingtaine d'années, à l'époque où toutes les lampes devenaient super techniques, noir mat et choses comme ça. Et on n'avait plus le choix qu'entre une lampe comme ça, noir mat, et une autre lampe comme ça, noir mat. Je ne voyais pas. Donc j'ai fait cette Miss Sissi qui a été une révolution à l'envers, on pourrait dire, puisque c'est un objet strictement non créatif, puisqu'en fait j'ai simplement coulé du plastique le moins cher possible dans le moule que nous avions en creux dans notre inconscient collectif. Donc voilà, c'était ma façon un peu de combattre un système de pensée unique. Si vous voyez une chaise comme ça, comme la Marie, qui pour moi est sûrement la chaise la plus moderne, la plus intelligente, parce que ce n'est rien, c'est le minimum. On peut difficilement faire moins que cette chaise. Il n'y a pas de style, il y a très peu de matière, et il n'y a aucune présence, c'est transparent, et ça coûte presque rien. Ça, pour moi, c'est l'objet. Mais quand un objet disparaît comme ça, à ce moment-là, on en sort une autre avec une gravure vénitienne ridicule. Combien j'ai fait de chaises, je ne sais pas. Beaucoup. Beaucoup. Même beaucoup trop. La chaise est la chose la plus difficile à faire. 1 millimètre en trop, en moins, ça ne fonctionne pas. Elle ne prend pas. Donc, je me remets en permanence en question, en jeu, pour voir si je suis toujours capable d'arranger tous ces paramètres d'une façon cohérente. Il y a des bonnes matières et des mauvaises matières, mais essentiellement au niveau, on pourrait dire, politique et écologique. Vous imaginez bien qu'il y a des matières qu'on ne peut pas utiliser, qui sont dangereuses pour différentes raisons. À part ça, il n'y a pas de mauvaise couleur. Après, il faut savoir de quoi on veut parler, de quoi on parle. Et à ce moment-là, il faut être très très conscient de certaines choses. Il y a des assemblages de couleurs qui sont sémantiquement, pour moi, néfastes. Le blanc, rouge, noir, par exemple, est le secret du succès du nazisme.
c'est les 3 couleurs qui donnent le plus de contraste, avec l'ombre de mort, avec l'ombre de violence, avec l'ombre, avec la présence de désir de pureté, donc la mort, le noir, la violence, le rouge, le blanc, la pureté. On a le nazisme. Je travaille sur ce bloc de papier avec ce crayon, un peu de choses qui ont évolué technologiquement, mais ce sont mes 2 seuls outils de travail depuis l'âge de 15 ans. Donc ça fait 83 ans maintenant que je travaille là-dessus. Et ça me suffit amplement, je n'ai pas besoin de plus, parce que vous savez, l'intérêt du calque, c'est que là aussi c'est un processus que j'utilise moins maintenant, parce qu'en fait je fais le nettoyage avant dans ma tête. Mais quand on est jeune, on ne maîtrise pas, on éjacule. Et donc, je dessinais des choses très compliquées, des choses comme ça, avec je ne sais pas quoi, des tuyaux qui sortaient comme ça. Et je disais, oh oui, mais enfin quand même. Et donc là, on le passe en dessous, et on dit, qu'est-ce qui reste de ça? Il reste ça, et il reste ça. Et à la fin, de là, du premier jet à ici, on a le produit final. De le passer par un filtre est un des paramètres de longévité d'une création. Moi, je suis un garçon relativement affectueux et j'ai beaucoup souffert de l'éloignement. Vous remarquerez que j'ai commencé à faire de la décoration, de l'architecture, et après, j'ai petit à petit réduit mon échelle. Je suis passé à des produits grands comme des chaises, et après, j'ai commencé à faire des produits tellement petits qu'on pouvait le rentrer dans le corps, mais j'étais encore frustré de ce manque de rapport charnel avec l'autre. Et donc, j'ai réussi à inclure, avec une mauvaise foi évidente, une nécessité de travailler la nourriture. Donc, j'ai d'abord fait cette compagnie OAO pour ça, pour apprendre un petit peu que la nourriture organique est quelque chose d'évident. Et après, j'ai fait cette chaîne de restaurants bons pour montrer qu'il n'y avait pas de séparation, qu'il n'y avait pas de dichotomie entre le plaisir et la santé. Maintenant, je suis beaucoup plus sur l'élaboration de concepts, mais ne passant, si possible, pas par l'étape de la matière. C'est beaucoup plus excitant parce qu'on rentre directement dans l'humain, puisqu'il n'y a pas le filtre du dur entre nous.